Alors concernant la consommation du cuivre, je pense que vous le savez tous, vous êtes assez au courant de la versatilité de ce matériau. Effectivement, on est sur un matériau qui est extrêmement dans différents domaines. On va retrouver par exemple l'équipement, la construction de bâtiments qui va représenter un gros volet de l'utilisation du cuivre, donc avec des tonnages de cuivre qui vont être immobilisés pendant longtemps parce qu'on va être sur des bâtiments qui ont une durée de vie assez certaine. On va également pouvoir retrouver ça dans les infrastructures, le transport, l'industrie. Donc finalement, les équipements, on a 32%, c'est plutôt les biens de consommation, là où on aura une durée de vie peut-être un petit peu plus courte. Mais par contre, tout le reste, construction de bâtiments, infrastructures, transport et industrie, c'est vraiment là où on va quand même avoir la majeure partie du cuivre qui va être utilisé pendant de longues années. Donc, par exemple, à titre d'exemple, hein, il faut se rappeler que on va avoir les 2/3 du cuivre qui a été produit dans les années 1900 qui était encore en train d'être utilisé dans les années 2010. Donc, on a vraiment une immobilisation de cette ressource qui va être assez longue, ce qui peut poser problème pour le recyclage. On en parlera par la suite. Quelques chiffres un petit peu en vrac, je vais dire, pour vous donner le paysage d'un point de vue mondial. D'un point de vue répartition du cuivre sur la planète, on se rend compte que c'est très inégal. Vous voyez là dans le camembert que je vous présente, on a vraiment différents pays, c'est très varié, mais on va retrouver le Chili en tête de la production mondiale de cuivre avec 28% en 2021, c'est toujours dans ces ordres d'idées en 2023. Et le reste, voilà, ça va être dispatché de manière très inégale. Donc ça, il y a vraiment potentiellement des embargos qui peuvent avoir lieu. Et maintenant, avec la partie plutôt asiatique qui va aussi se développer avec de nouvelles mines en construction. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect inégalité assez fort. Également un aspect autour de la concentration en cuivre dans les roches. Hein. Le cuivre, on l'extrait des roches, évidemment, comme tous les minerais, comme toutes les matières premières. Ces roches, elles étaient concentrées d'un ordre de concentration autour de 4% il y a quelques années. Aujourd'hui, on est plutôt sur 1%. Donc, on va aller sur des minerais qui vont être de plus en plus dilués. Donc, évidemment, ça veut dire qu'on va devoir creuser sur des volumes beaucoup plus conséquents pour obtenir le tonnage de cuivre nécessaire et également faire appel à des techniques d'extraction qui sont aussi beaucoup plus coûteuses en termes d'énergie, en termes de progrès technologiques, parce qu'on est sur des minerais beaucoup plus dilués. Aussi un aspect, alors là les sources sont un petit peu plus discordantes pour certaines, mais globalement on s'accorde à dire que autour de 80 à 90% des ressources connues seront consommées d'ici les années 2050. Ça, le 80-90, selon les sources que l'on peut trouver, ça peut être un petit peu variable, mais voilà, on est vraiment sur un matériau qui va être stratégique à l'horizon 2050. Et en termes de recyclage, globalement, la consommation mondiale de cuivre, il y a à peu près 30 à 40% de cuivre recyclé, ce qui laisse encore une marge de progression assez certaine dans ce secteur. Si maintenant on met le cuivre en perspective de tous ces matériaux, disons qu'on va avoir deux types de matières premières. Donc ça, j'ai pris une grosse partie des datas que je vous présente là, issues des conférences que mène Olivier Vidal, qui est un géologue qui fait beaucoup de modélisation sur les évolutions des matières premières en lien avec les évolutions démographiques et des progrès technologiques. Donc je vous conseille, si vous êtes vraiment intéressé par ce sujet-là, n'hésitez pas à regarder, ces livres sont vraiment intéressants et vraiment très étayés. Donc globalement, on va avoir deux types de matières premières. Les matériaux plutôt de structure, donc là on va être sur des tonnages assez conséquents, c'est tout ce qui va être nécessaire pour construire une société, la développer. Donc on va retrouver le béton, l'acier, l'alu et le cuivre. Donc là on est plutôt sur des tonnages en termes de consommation autour de 1 million de tonnes, enfin voilà, on va être supérieur à 1 million de tonnes par an. Les petits métaux et métaux rares, c'est plutôt pour tout ce qui est haute technologie. Donc là, on va être inférieur à 0,1 million de tonnes par an. On va retrouver les terres rares, évidemment, le platine, l'or, des matériaux qu'on utilise dans les progrès technologiques, mais qui sont un petit peu moins volumineux en termes de part de consommation. Ce que l'on observe, c'est qu'en termes de tendance sur la consommation d'acier, alors béton, acier et le cuivre va suivre cette même tendance. Bon, je vais laisser en souris. Globalement, pendant les 30 Glorieuses, on va avoir une augmentation assez importante de la consommation mondiale. Ça s'affaisse un petit peu, ou en tout cas, ça stagne après les 30 Glorieuses, quand le développement de la société a plutôt été bien maîtrisé. On va retrouver un gros pic autour des années 2000 parce que c'est là où les pays en voie de développement, notamment la Chine, a commencé son développement et donc on va avoir cette évolution et ce pic assez fort. Cette tendance, elle va être observée également pour le cuivre, pour le manganèse, le zinc et autres métaux. On va retrouver tout à fait ce premier step avec une grande montée
un ralentissement. Et puis, quand les pays en voie de développement dans les aides de ville reprennent aussi la partie développement de société, on va pouvoir retrouver cette augmentation. Donc là, le cuivre, c'est le premier matériau aujourd'hui de structure qui est considéré comme stratégique. On avait le problème sur les terres rares, on avait le problème sur les petits matériaux, platine, or, un peu plus onéreux. Là, le cuivre, c'est vraiment le premier matériau qui a besoin d'un gros tonnage, dont on a besoin d'avoir ce volume, qui est considéré comme stratégique. Donc, on a vraiment un gros enjeu autour de ce matériau dans les prochaines années et décennies. Et notamment, c'est dû à la transition énergétique qui est très gourmande en cuivre. On en fait un métal critique à l'horizon 2050 parce que, comme vous le voyez, la teneur en cuivre dans les énergies va être très différente de ce qu'on avait à l'habitude. Par exemple, dans le nucléaire, dans le gaz, tout ce qui était pétrole, charbon, ça consommait assez peu de cuivre quand vous regardez le graphe de gauche avec la partie contenue en cuivre. Par contre, dans le solaire, dans l'éolien, on va avoir une nécessité d'avoir un peu plus de cuivre. Donc là, évidemment, comme on tend à développer ces modes d'énergie, ces technologies autour de l'énergie, on va évidemment consommer beaucoup plus de cuivre et avoir une demande qui va augmenter. C'est le cas également, et notamment avec la partie électrification du parc des véhicules. Par exemple, dans les aspects véhicules particuliers, que ce soit du petite taille ou grosse taille, globalement, on voit qu'entre un moteur thermique initialement autour de 20 kg de cuivre, on va retrouver un moteur électrique avec 80 kg de cuivre. Donc, on va vraiment avoir un facteur 4 d'écart en termes de masse de cuivre contenu au sein d'un véhicule. Donc, imaginez avec la partie mobilité individuelle, ça va forcément impacter la demande en cuivre dans les prochaines années. Donc, vraiment, cet aspect-là, c'est assez paradoxal. On essaye de diminuer l'empreinte carbone en développant vraiment ces énergies, ces modes de transport. Pour autant, ça peut déporter un problème sur une ressource. Donc tout ça, ce qu'on observe globalement, c'est que pour les matériaux là, comme le cuivre, l'aluminium et voilà, les autres matériaux, c'est un petit peu le même principe. On va avoir toujours cette même tendance. Première étape d'augmentation en termes de consommation. Donc là, vous faites le lien avec la masse de matériaux et le PIB par habitant, donc le niveau de richesse par habitant. Vous voyez que globalement, lorsque les pays sont en cours de développement, on va avoir toujours cette tendance à augmenter très fortement la demande en matières premières. Et ensuite, on arrive toujours à une stagnation. Et ça s'explique assez bien par le lien avec les outils technologiques et les progrès technologiques. Par exemple, quand vous voyez le graphe aussi pour l'automobile, les mètres carrés par habitant, les avions, on se rend assez bien compte qu'on ne va pas conduire 10 voitures en même temps, qu'on ne va pas téléphoner avec plein de téléphones en parallèle, qu'on ne va pas avoir 50 000 mètres carrés non plus d'appartements. Donc, il y a quand même voilà, un plafond qui est atteint dans les sociétés, quoi qu'il arrive, de par les progrès technologiques et les outils technologiques. Globalement, on va toujours avoir cette même tendance. Là, vous observez que la France, on est toujours un petit peu presque en palier de saturation comparé à la moyenne mondiale. Évidemment, il y a encore beaucoup de pays en développement qui démarrent juste leur développement. Donc là, typiquement, on va avoir une moyenne mondiale qui va être un petit peu en dessous de celle de la France.